Bonjour à tous. Dans cette capsule, je vais vous parler des petits objets du système solaire. Donc, ces objets-là, il y en a une grande quantité qui circulent entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Et c'est ce que je vais commencer par vous montrer. On l'a appris, c'est la ceinture d'astéroïdes. Bon, là, évidemment, sur mon application, ce n'est pas à l'échelle parce que ces objets-là sont très petits. Donc, ils n'apparaîtraient vraiment pas aussi gros que ça. Même les planètes là-dessus ne sont pas à l'échelle non plus. Mais au moins, les positions, ça nous donne une bonne idée. Donc, si je m'en viens dans la ceinture d'astéroïdes, je vais aller chercher des modèles tridimensionnels d'objets qu'on connaît parce qu'ils ont été visités par des sondes spatiales à différents moments en route vers Jupiter. Donc, ici, je vous montre un astéroïde qui a peut-être pas une forme typique. Il est plutôt en forme, on dirait, un soulier d'escalade. Cet astéroïde-là, Eros, est un objet avec une taille, regardez, d'environ 17 km de longueur. Mais vous avez remarqué, évidemment, qu'il est pas mal moins épais que ça. Tu sais, je dirais peut-être un 4-5 km de largeur. Donc, les astéroïdes qui se trouvent entre l'orbite de Mars et de Jupiter sont des objets avec des formes qu'on dit patatoïdes. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que ces objets-là sont trop petits pour avoir une gravité suffisante pour que, durant leur processus de formation, parce que, comme on peut voir à sa surface, il y a des cratères d'impact, eh bien, la force gravitationnelle de ces objets-là n'a jamais été suffisante pour permettre je dirais, un état relativement liquide dans leur intérieur à cause de la pression qui est due à la gravité. Donc, si ces objets-là ne sont jamais vraiment devenus liquides dans leur intérieur parce qu'ils sont trop petits, alors à ce moment-là, on n'aura jamais eu d'équilibre des forces gravitationnelles. Autrement dit, l'objet n'aura jamais fini par prendre une forme sphérique. Si je m'en viens en chercher un autre, tiens, je vais aller chercher Gaspra. Donc, vous allez voir encore une fois que c'est un objet qui n'a pas une forme sphérique. Mais on peut quand même voir que cet objet-là a plusieurs cratères d'impact à sa surface. Pour vous donner une idée, celui-là, il a environ 6,1 km de rayon. Si je m'en viens à chercher un autre, Itokawa, lui, il est vraiment petit. Je peux quand même aller le chercher, celui-là. Il a été visité par une sonde japonaise, d'où son nom. Celui-là, il est très, très petit. Tellement petit que à la surface, dans les images très détaillées qu'on est capable de voir sur Wikipédia, ben, on est capable de voir vraiment les gravillons qui sont déposés dessus. Il y a tellement une faible gravité, tiens, regardez ça, tellement une faible gravité que les objets qui sont allés, entre guillemets, s'écraser dessus ne se sont pas vraiment écrasés dessus, ils se sont plutôt déposés dessus. Donc, c'est un objet qui est relativement petit. Si on regarde sa taille, dimension, vous voyez, il n'y a même pas 1 km de diamètre. Sa partie la plus longue a 0,6 km de diamètre. Donc ça, c'est un petit astéroïde. Puis, je vais terminer avec celui-là, Vesta. Vesta qui est un des plus gros astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes. Et vous voyez que celui-là, il n'a pas une forme sphérique, mais c'est pas loin de ça. Donc, mais il n'est pas non plus considéré comme une planète naine. Cérès, qui est dans la ceinture d'astéroïdes, on le considère comme une planète naine. Il a une forme sphérique, mais celui-là, pas tout à fait. Donc, Vesta, pour vous donner une idée, il a un rayon de 262 km. Donc, si on multiplie ça par 2, ça fait environ, grosso modo, là, un 530 km, quelque chose comme ça. Bien, c'est vraiment un des plus gros objets de la ceinture d'astéroïdes. Qu'est-ce qui constitue donc les astéroïdes pour dire que c'est la catégorie des astéroïdes? Bien, ce sont des objets qui sont surtout faits de roches, peuvent contenir un peu de glace, mais c'est surtout de la roche, du métal, et ce sont des objets qui vont graviter entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Ça n'empêche pas que certains de ces objets-là peuvent avoir des orbites
qui vont venir croiser l'orbite de la Terre. Alors à ce moment-là, on les appelle les astéroïdes géocroiseurs. Comme par exemple, attendez un petit peu que je trouve Bennu. L'astéroïde Bennu, qui est vraiment intéressant parce qu'en ce moment même, il y a une sonde spatiale qui est en train de le quitter parce qu'elle vient de prendre un échantillon de sa surface. Alors, on devrait avoir des morceaux de l'astéroïde Bennu qui vont nous parvenir dans les prochains mois ou les prochaines années. Je ne me souviens pas, ça va prendre combien de temps. Mais on peut voir que l'orbite de l'astéroïde Bennu croise l'orbite de la Terre. Donc ça en fait un astéroïde qu'on dit géocroiseur. Il a dû subir une perturbation parce qu'autrefois, il était clairement dans la ceinture d'astéroïdes, mais probablement qu'il y en a une autre qui est peut-être passée trop proche. Perturbation gravitationnelle, ça le fait, entre guillemets, tomber vers l'intérieur du système solaire, où est-ce qu'il a une orbite stable maintenant, mais on le voit, il croise l'orbite de la Terre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un astéroïde géocroiseur. Donc, qu'est-ce qui est si intéressant que ça dans les astéroïdes? Eh bien, c'est que ce sont les objets initiaux du système solaire. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, 4 milliards et demi d'années après la formation du système solaire, on observe les planètes et les lunes. Ces objets-là, on le sait, il y en a qui ont une surface relativement jeune, si on pense à la Terre. Il y en a qui ont une surface très vieille, si je pense, admettons, à Mercure ou à la lune de Jupiter, Callisto. Donc, c'est difficile, en regardant ces objets-là, de comprendre de quoi avait l'air le système solaire à ses tout débuts. Alors que dans la ceinture d'astéroïdes, on a un ensemble de morceaux, si on veut, mais pour qui le hasard de la gravité n'a jamais fait en sorte que ces morceaux-là se sont accumulés les uns sur les autres pour créer potentiellement une petite planète dans ce secteur-là. À ce moment-là, elle serait devenue assez chaude dans son intérieur pour que les minéraux se retrouvent à la surface et que les métaux descendent vers le fond, ce qu'on appelle la différenciation. Donc, on se serait retrouvé avec un noyau métallique et un manteau rocheux. Donc, tout ça n'a pas pu se passer. Donc, ça nous permet de voir des objets tels qu'ils étaient au début de la formation du système solaire. Donc, pour les astrophysiciens, c'est super intéressant d'être capable d'observer des astéroïdes. Donc, c'est un peu comme les blocs Lego. Avant de faire je ne sais pas moi, une voiture en bloc Lego, ben, tous les morceaux sont séparés, puis à la fin, ça n'a pas du tout l'air de ce que ça avait l'air au début. Donc, c'est intéressant de voir justement de quoi avaient l'air ces objets-là au départ. Puis, on entend aussi souvent parler des comètes. Alors, les comètes, elles, sont très différentes de ça. Je vais changer de catégorie et je vais aller chercher les comètes. Les comètes, première chose, elles proviennent de beaucoup, beaucoup plus loin dans le système solaire. Je vais m'en aller à juste avant. Je vais aller chercher le Soleil pour être centré. Et je vais reculer. Et on va s'en aller, comme vous pouvez voir, dans le secteur de l'orbite de Neptune, mais surtout l'orbite de Pluton, dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Et on sait que dans ces secteurs-là, il y a une myriade de comètes, mais c'est tellement lointain et ces objets-là sont tellement petits que c'est bien difficile pour nous autres de les compter, de les connaître tous. En fait, on n'en connaît presque pas. Mais on sait, de par les trajectoires des comètes qui vont s'approcher du système solaire intérieur, qu'elles proviennent de ce secteur-là, puis on a été capable d'en étudier lors de leur passage. Donc, si je m'en viens chercher une comète vraiment, je vous dirais probablement la comète qui a été la plus étudiée, c'est celle-là. Elle a été découverte par un duo russe, Churyumov-Gerasimenko, mais je vous dirais que les astronomes l'appellent la comète Chury. Donc, regardez sa forme. Elle a une forme assez particulière. En fait, elle est constituée de deux immenses motons de glace, si on veut, qui se sont collés l'un sur l'autre, mais sans trop de violence, ce qui fait qu'ils sont restés comme ça sans se briser. Pourquoi sans trop de violence? Encore une fois, ces objets-là,
sont gros à l'échelle humaine, mais sont très petits à l'échelle astronomique. Donc, pour vous donner une idée, regardez le rayon de l'objet, environ 2 km et 3/4, donc même pas 3 km. Donc, c'est sûr que par rapport à un humain, c'est gigantesque, mais dans le système solaire, si on compare juste à la petite planète Terre qui en a 12 700 quelques de diamètre, ben, c'est incomparable. La grosse différence entre une comète et un astéroïde, c'est que ces objets-là, oui, ils vont contenir une certaine quantité de poussière, de cailloux, de roches, mais ils vont contenir une très grande quantité de glace. Donc, ces objets-là nous proviennent des confins du système solaire et une fois de temps en temps, le hasard de la gravité va faire en sorte qu'il y en a certains qui vont, entre guillemets, tomber vers le système solaire intérieur. Puis à ce moment-là, en s'approchant du Soleil, ben, ils vont se mettre à fondre à cause du rayonnement solaire qui augmente, qui augmente, et ça va laisser des queues derrière la fonte des comètes en tant que telles. Donc, celle-là, la comète Churyumov-Gerasimenko, a été très, très étudiée parce que l'Agence spatiale européenne a envoyé là-bas une sonde spatiale qui a pu rester en orbite pendant plusieurs mois et prendre beaucoup de photos. Ils ont même réussi à faire atterrir une sonde à la surface. Attendez un petit peu, je vous montre ça. La comète Rosetta, pardon, pas la comète, mais la sonde Rosetta avec le petit atterrisseur Philae. Le problème que cette sonde-là a connu, malheureusement, c'est que la gravité de l'objet est tellement faible que d'aller faire atterrir un objet sur une comète, ben, c'est vraiment difficile parce que lorsqu'il va se poser à la surface, il va rebondir, malheureusement. Alors, eux, ils avaient prévu un système d'ancrage, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, la sonde a rebondi à 2 ou 3 reprises à la surface de la comète avant d'aller se fracasser sur une paroi vraiment de côté. Je dis fracasser, mais c'est fort. Se déposer de côté le long d'une paroi, ce qui fait qu'elle était toute croche. Elle a réussi à prendre quelques photos, mais sans plus. Puis, à un moment donné, on a fini par en perdre le contact. Mais l'atterrisseur Philae, je vais vous montrer ici, sûrement qu'on va voir une photographie qui a été prise lorsqu'il était à la surface. Attendez un petit peu. L'article est quand même passablement détaillé. Donc, regardez ici, on voit le site d'atterrissage pour Philae, mais malheureusement, il ne nous montre pas, je ne vais pas leur faire un gros reproche, là, mais leur échec là, lors de l'atterrissage de cet objet-là, malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient. Et bon, c'est le module Philae qui s'était posé sur la comète. Donc, ça en fait la comète la mieux connue de toutes. Donc, pourquoi c'est intéressant d'étudier aussi les comètes? Eh bien, c'est que puisqu'elles sont faites de glace, elles contiennent toutes sortes de composés gelés, dont en particulier l'eau. Et dans nos hypothèses sur la manière dont le système solaire se serait formé, c'est super important parce qu'on sait qu'il y a probablement d'innombrables comètes qui ont frappé aussi les planètes, dont en particulier la Terre. Donc, même si les astéroïdes contiennent clairement une certaine quantité de glace, mais surtout de la roche et des métaux, les comètes contiennent beaucoup plus de glace et on pense qu'elles ont contribué à la présence d'eau sur des planètes comme la Terre, quand même avec un bon pourcentage. Donc, la prochaine fois que vous allez prendre un bon verre d'eau, dites-vous qu'il y a une quantité là-dedans de l'eau que vous buvez qui provient d'anciennes comètes qui sont tombées à la surface de la Terre. Et pourquoi on retrouve cette eau-là à la surface de la Terre? C'est tout simplement parce que c'est un matériau qui est moins dense que le reste. Donc, c'est moins dense que les métaux qui constituent le centre de la planète. Ensuite, c'est le manteau qui est surtout rocheux. Puis ensuite, à la surface, qu'est-ce qu'on retrouve? L'eau. Puis, par-dessus tout ça, on retrouve l'atmosphère. Donc, on a vraiment un ordre décroissant en s'éloignant du centre de la planète. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on va retrouver les éléments les moins denses à la surface. Donc, je termine juste en vous montrant ça. La Terre
je vais vous montrer sa structure interne et vous allez voir qu'il y a vraiment un lien entre ça et quand je vous parlais tantôt de la formation du système solaire et du pourquoi c'est intéressant pour nous d'étudier les astéroïdes et les comètes, eh bien, c'est qu'ils ont constitué les planètes. Donc, les astéroïdes qui contenaient de la pierre et des métaux ont surtout contribué à créer les noyaux et les manteaux des planètes comme la Terre. Mais les comètes et la petite quantité d'eau aussi qu'on pouvait retrouver dans les astéroïdes a contribué à faire en sorte qu'à la surface de la Terre, on se retrouve avec de très, très grands océans et par-dessus tout ça, une atmosphère. Donc voilà, c'est pas mal la fin de ma capsule sur les comètes et les astéroïdes. J'espère que ça a été clair. Donc, vous allez voir, il y a quelques questions qui sont reliées à cette partie de matière-là.